nous rejoindre. Donc voilà, je crois que c'est parti. Merci à tous de vous être inscrites. Donc, comme indiqué, on va vous partager aujourd'hui des témoignages d'actions concrètes pour réduire l'impact carbone du transport, notamment avec justement Magic Palette et le témoignage de Carrefour. J'ai fait très court, c'est pas très grave. Donc, on va se présenter. Donc, je suis Sophie Chapelier, je fais partie des chargés de mission de Fret 21. Voilà, j'ai travaillé une dizaine d'années dans une entreprise de meubles nordiques et je suis ensuite venue rejoindre l'équipe Fret 21 à la UTF pour justement accompagner les entreprises dans la réduction de l'impact carbone de leur transport de marchandises. Donc, Pierre-Édouard Robert. Donc, moi, je suis le fondateur de Magic Palette. Alors, mon parcours en quelques mots. Donc, moi, j'ai un passé d'ingénieur en électronique et en informatique. J'ai travaillé pendant près de 11 ans dans le groupe Bouygues, en région parisienne, 5 ans dans les télécoms et presque 6 ans dans les TP. Et en 2015, mon beau-papa m'a demandé de l'aider à la direction de sa PME de transport routier frigorifique. Donc, c'était mes premiers pas dans le monde du transport, mes premiers pas dans le monde de la supply chain. Donc, j'ai tout appris à ses côtés. Et dans mes découvertes, j'ai découvert le phénomène mondial de déplacement des emballages industriels réutilisables vides. Je me suis rendu compte déjà à l'échelle de l'entreprise de Beau-Papa que c'était des dizaines et des dizaines de camions qui tous les jours transportaient des palettes vides. Et ça m'a plus que questionné. En fait, ça m'a choqué. Et à l'époque, je me souviens avoir interviewé pas mal de collègues, pas mal même de clients, chargeurs, distributeurs industriels, et je m'étais rendu compte que c'était un phénomène qui était assez global, que personne ne gagnait dans cette histoire, que c'était plutôt du perdant-perdant. Et je me suis mis en tête de créer justement une solution gagnant-gagnante avec une idée très simple de collaboration, de mise en commun. Et c'est ce qui m'a mis sur les rails de Magic Palette. Donc on s'est lancé en janvier 2019 avec une plateforme web, un truc très simple à utiliser qui va ressembler à un Airbnb ou un Blablacar et qui permet à tous les acteurs de la supply chain finalement d'arrêter de transporter ou faire transporter des palettes vides, mais plutôt se les échanger localement. Vos stocks contre mes stocks pour limiter l'impact transport et donc l'impact CO2. Donc ça s'est vite lancé, ça a très bien marché. À date, on a un peu plus d'une 160aine de clients sur le réseau, sur la communauté, avec tout type d'entreprise. On va avoir des transporteurs, des distributeurs, des industriels qui collaborent tous les jours en fait et qui suppriment ensemble tous les jours des trajets en camion, tout simplement en se faisant des échanges locaux. Donc il y a plusieurs façons quelque part d'être membre. Il y a la façon self-service d'utiliser la plateforme comme vous pourriez utiliser un Blablacar ou un Airbnb. Et il y a aussi des projets qu'on construit clé en main avec des partenaires. Donc ça va être le cas de Carrefour et c'est le cas d'autres. Typiquement, on va travailler en mode projet avec des Erta, des Castorama, des Leroy Merlin, des Ulog, et aussi des gros transporteurs comme Steph, Delancy, XPO, etc. Dans cette idée, toujours du coup d'éliminer les transports inutiles, mais également brancher des services additionnels qui sont à l'image des exigences des industriels, des distributeurs, comme par exemple organiser les transports sur les derniers kilomètres, parce que quand on fait un échange, c'est bien. On remplace un trajet de 500 km en un micro-trajet de 9 km, mais parfois il y a quand même ces 9 km à parcourir, donc on fait aussi ces petits bouts de transport pour les clients. Et également les upgrades de qualité de palette, parce qu'on le voit, la mécanisation se déploie, et c'est plutôt une bonne chose, mais ça sous-tend une qualité maîtrisée des palettes qui sont échangées. Donc, on offre maintenant aussi ce service par-dessus un échange augmenté en quelque sorte qui va aller upgrader la qualité des palettes pour le bonheur des uns et des autres. Donc, on intervient sur tout type de périmètre. Carrefour vous en présentera un, mais on va aussi bien intervenir sur de l'amont, par exemple, pour relocaliser des palettes chez un fournisseur, ou de l'intersite pour rééquilibrer des stocks de palettes entre différents sites d'expédition, ou de l'aval pour rapatrier des palettes vides de magasins vers les sites d'expédition, ou rapatrier des palettes de partenaires transporteurs ou clients distributeurs sur des sites industriels. Voilà, tout est possible, toujours sur ce principe d'échange. Donc voilà en quelques mots qui je suis et qu'est-ce qu'est Magic Palette. Maintenant, je vais passer le micro à Damien. Déjà, Damien, merci beaucoup parce que c'est un sacré honneur pour nous que tu parles à nos côtés.
Donc vous allez voir Damien qui a une grosse expérience en supply chain, hein, je crois que c'est l'histoire de sa vie. Et bon voilà, il va pouvoir nous raconter comment, sur son périmètre, il a agi du coup pour optimiser sa reverse palette. Voilà. À toi de jouer Damien. Je te remercie, Pierre-Edouard. Bon, heureusement qu'il y a d'autres choses que la supply chain dans ma vie, sinon ce serait un peu triste. Mais en tout cas, bon, sujet, ma foi, passionnant. Merci aussi de m'avoir invité, de m'avoir sollicité pour participer à ce webinaire, pour un projet pour lequel on travaille avec vous depuis un peu moins d'un an, et projet que l'on croit et qui porte ses fruits. Tout d'abord, qui je suis. Bon, mon parcours, ça fait 14 ans que je suis dans la supply chain de Carrefour. Un long parcours sur des postes liés aux opérations de transport, principalement dans l'Ouest. D'abord Pays de Loire, puis après Bretagne. Et en 2018, donc ça va faire bientôt 3 ans, où j'ai repris le management des opérations logistiques et transport pour toutes les activités non alimentaires de Carrefour France. Bon, un périmètre qu'on étoffera un petit peu plus tout à l'heure lors d'une présentation, de mon activité non alimentaire au sein du groupe Carrefour. Du coup, pourquoi toi, dans ton parcours, le choix de la supply chain, c'est un choix d'études? C'était dès le départ dans tes souhaits? En effet, c'est vraiment c'est cité de la logistique qui a été la ligne directrice de mes études, puisque j'ai d'abord commencé sur une école de commerce qui est à l'ESC Rouen, avec une spécialisation logistique, chose à laquelle j'ai enchaîné un troisième cycle au Havre avec une spécialisation transport maritime. Et aujourd'hui, on va dire à 99%, à 95%, je ne fais que du transport routier. Donc, comme quoi, parfois, on peut faire des études et pas forcément les mettre en application derrière. Mais oui, tout à fait, ça reste une continuité par rapport à mes études. Par la suite, alors pourquoi finalement aujourd'hui j'ai continué à persévérer dans cette voie? Il y a deux sujets, enfin il y a deux réponses, elles sont simples. Tout d'abord, la variété des sujets qu'on peut rencontrer en supply chain. On a des métiers qui sont techniques, mais aussi très généralistes, avec une variété de problématiques que l'on peut rencontrer. Les palettes en est une, mais saturation d'entrepôt en est une autre, les schémas de transport en sont une autre. Enfin, voilà, il y a vraiment une grande variété de sujets que l'on peut traiter. Et deuxième point, c'est que j'ai la chance d'être au sein d'un groupe Carrefour avec eux, de nombreuses opportunités en interne et des possibilités d'évoluer, comme je vous l'ai dit en préambule. Parcours très transport, et aujourd'hui finalement je manage des entrepôts, donc je manage la partie et logistique et la partie transport de la supply chain alimentaire. Donc j'ai pu bénéficier d'opportunités au sein du groupe Carrefour qui m'ont permis de persévérer dans cette voie. D'accord. Okay. Et justement, du coup, est-ce que vous avez vu des évolutions particulières dans ce métier qui vous ont marqué ou inspiré? Bien sûr, on est sur un métier, la supply chain, qui évolue constamment. C'est pas à chacun des personnes présentes à l'assemblée, je vais dire autour de la table, mais plutôt autour du téléphone, qu'on est sur des métiers qui va c'est un métier qui va de plus en plus vite, où on nous demande de plus en plus de réactivité, d'être de plus en plus fiable. On est aujourd'hui face à une concurrence avec des pure players ou des géants comme Amazon, qui rendent le métier de plus en plus complexe, mais aussi de plus en plus passionnant. Donc, moi, vraiment, c'est ce que je dois retenir, c'est qu'on a un métier qui va de plus en plus vite. En revanche, on doit s'atteler à garder une gestion simple et pratique. Si on part dans la complexité, on a de fortes chances de finir dans le mur. Et très bien, merci. Est-ce que vous vous attendiez, parmi ces évolutions, à avoir justement, la partie RSE qui soit intégrée à votre périmètre, d'action, alors qu'a priori, c'est plutôt transport et logistique? En fait, la partie RSE, elle est induite partout. On ne peut pas dire sur la partie logistique, elle est forcément, logistique et transport, hein, la partie RSE est incluse complètement à l'intérieur. Et bien avant finalement que ça prenne le nom de RSE, puisque depuis des années, et je pense même bien avant que je commence à travailler, aujourd'hui, quand on fait du transport, on cherche
à chasser les kilomètres inutiles. Alors, il y a quelques années, on le faisait uniquement pour aller chercher des gains économiques sans forcément se préoccuper de la part de CO2 et du gain de CO2 que l'on pouvait bénéficier. Mais finalement, on le fait depuis des années. On se rend compte aussi que pour un groupe comme Carrefour, où aujourd'hui on a une flotte de moyens dédiés considérable avec finalement de nombreux, soit des véhicules propres, soit des véhicules chez des prestataires, la chasse au kilomètre est un vrai levier d'économie. Donc, bien évidemment que ça fait partie de notre politique RSE. Par la suite, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, on le verra que le groupe s'est attelé à aller vers des carburants verts. Mais Carrefour est aussi précurseur sur une politique RSE depuis un moment, puisque Carrefour en fait travaille depuis des années avec des systèmes de barges pour amener des conteneurs du Havre sur de la région parisienne, et on fait du ferroviaire au départ de la région parisienne pour aller livrer le sud-est, pour aller livrer le sud-est de la France. Alors, je vois une question de François, je vais me permettre d'y répondre. Le ferroviaire fait partie des évolutions positives, je ne sais pas, puisque aujourd'hui, c'est quand même un système qui montre de nombreuses défaillances en termes de fiabilité, où je disais qu'aujourd'hui, on nous demandait d'être de plus en plus fiable. Et on voit qu'aujourd'hui, on a quand même des vraies problématiques de fiabilité quand on fait appel à un système de traction ferroviaire. J'espère avoir répondu à votre question, François. Merci. Merci Damien. Pour que tout le monde comprenne bien ton périmètre d'action, comment tout ça s'articule, je t'avais demandé du coup de faire un schéma, donc c'est ce qu'on a à l'écran. Est-ce que tu peux me le commenter s'il te plaît? Bien sûr, on va essayer d'être simple et de ne pas aller trop dans la complexité, mais le réseau non alimentaire de Carrefour se décompose en 3 entrepôts. Donc vous en avez un au sud de la région parisienne qui s'appelle Le Coudray-Monceau, qui va livrer l'ensemble des magasins Carrefour, Hypermarché, Market et on va dire proximité rurale, donc tout ce que vous allez retrouver en enseigne qui va s'appeler Carrefour Contact, ces enseignes-là. On va livrer l'ensemble des magasins sur les métiers EPCS et textiles. Alors EPCS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le conglomérat des mots électro, photo, ciné, son. Et on a 2 entrepôts qui sont des frères jumeaux, que sont Artenay et Laudun. Un qui livre la partie nord de la France sur une ligne qui va de Belfort à La Rochelle, qui est Artenay, qui est à quelques kilomètres au nord d'Orléans, qui livre exactement le même périmètre en termes d'enseignes, qui livre les mêmes enseignes, mais que la partie nord. Et Laudun livre la partie sud, donc Laudun à proximité d'Avignon, qui livre aussi donc cette fois sur des activités bazar. Alors quand on entend bazar, c'est un métier assez vaste chez Carrefour, puisque actuellement on est en plein dans la saison jardin, donc salon de jardin, parasol, etc. Là actuellement on est encore en train de rentrer la rentrée des classes, et à la fin de l'été on s'attellera aux jouets de Noël. Donc on a des métiers qui sont extrêmement variables tout au long de l'année. Quelques chiffres pour terminer de présenter le réseau logistique non alimentaire de Carrefour. On occupe 330 000 m² d'entrepôts. On a quelques activités non alimentaires sur des réseaux, sur les entrepôts c'est des entrepôts du groupe Carrefour. Je crois qu'il y a aussi quelques références non alimentaires, mais en tout cas, mon réseau à moi, il fait 330 000 m². On ne travaille qu'avec des prestataires logistiques, donc on est sur des sites 100% prestés. Et en quelques chiffres, donc 2,3 milliards de chiffre d'affaires livrés dans l'ensemble des magasins concernés par mon réseau, 2,2 millions de palettes et 100% en palette Europe, 49 millions de colis et 80 000 livraisons, puisque en fonction de la taille des magasins, leur accessibilité et de la taille de leurs commandes, soit on fait des livraisons directes, soit on passe par les entrepôts alimentaires qui, eux, vont toucher avec l'ensemble des produits alimentaires la totalité des magasins. Ok, et sur tout ce périmètre, là, actuellement, tes challenges en cours, c'est quoi? Je pense comme beaucoup de chargeurs, finalement, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'offrir à nos clients le bon produit au bon moment avec le bon coût logistique. Alors, depuis un an, on va dire en plus, avec une situation qui était quelque peu complexifiée, avec des difficultés au niveau de l'apport des marchandises, avec
une gestion on va dire, de pays Covid qui n'était pas forcément à l'ordre du jour il y a encore 18 mois de cela. Donc, les challenges sont plutôt variés. Mais on va dire que si je reprends ce que j'ai au début, c'est vraiment le bon produit au bon moment avec le bon coût logistique. Et c'est à ce moment-là que nos palettes, on va dire, interviennent, puisque ce sont elles qui font le trait d'union entre nos entrepôts et nos magasins. Bien sûr qu'il y a le transport, mais au final, le support qui, lui, passe de l'entrepôt au magasin est bien notre palette. On va faire un petit zoom, du coup, sur les flux aller et les flux retour, du coup, de ces fameuses palettes. Du coup, dans ta schématique de site à toi, du coup, il y a un autre schéma, si tu peux effectivement l'expliquer aussi. Exactement. Alors, mon flux, comme vous le voyez sur la flèche du haut, on est au départ des entrepôts non alimentaires. Donc, c'est on va dire la représentation en haut à gauche. On va livrer les magasins, soit en direct, soit en passage à quai par des entrepôts alimentaires, ce que je précisais juste avant. Ensuite, les magasins, une fois vidés, bien évidemment, les produits restituent les emballages aux entrepôts alimentaires régionaux. Et les entrepôts, après, au départ des entrepôts alimentaires régionaux, moi, je viens rechercher les emballages que j'ai livrés pour venir m'alimenter à nouveau. C'est un schéma logistique qui est mis en place depuis les années 2000 chez Carrefour, qui aujourd'hui qui fonctionne. Voilà. Et justement, quand on voit ce schéma, qu'est-ce qui a été pour vous le déclic pour se préoccuper d'une optimisation de la gestion des palettes? Le coût, bien évidemment, au démarrage, puisque, comme vous l'avez compris, je suis sur un réseau national pour livrer de nombreux points de vente, mais qui sont, eux, disséminés un peu partout en France. Donc, des coûts d'approche emballage extrêmement conséquentes. Une volonté aussi de simplifier notre schéma. Simplifier une chose, du moins le rendre le plus fluide possible. Et je le mets pas forcément en dernier, essayer d'apporter une réponse RSE à un métier en transport où on génère quand même pas mal de CO2. Merci. Du coup, ça fait la transition avec notre collaboration, du coup, Damien. Exactement, c'est à ce moment-là où en fait, nous, le flux sur lequel on a sollicité les équipes de Pierre-Édouard est finalement le flux reverse des entrepôts alimentaires vers des entrepôts alimentaires vers les entrepôts non alimentaires. Et c'est à partir de là on a commencé à nouer notre collaboration. Petite parenthèse du coup sur l'implémentation de Magic Palette, qui est assez schématique, hein, donc qui est celle qui a été appliquée chez Carrefour, mais qui a été appliquée chez tous nos clients transporteurs, distributeurs industriels. C'est quelque chose d'assez rapide à déployer, et c'est le message qu'on souhaite passer, c'est qu'on se greffe sur un existant. On ne va pas impacter de l'organisation, on ne va pas impacter du process, on se branche sur un existant. Donc typiquement, si on refait l'histoire de notre collaboration, ça s'est fait assez vite, hein. Il y a une première phase amont avec Carrefour où on s'est rencontrés à l'occasion d'une visio, Covid oblige, et où on a partagé nos besoins. Nous, on a collecté de la donnée à ce moment-là. On a reçu aussi de votre part un certain nombre de données quantifiées, des Excel anonymisés, etc., nous permettant d'apprécier quantitativement un besoin. Nous, en interne, c'est de la donnée qu'on a fait tourner dans nos algos, dans notre technologie, pour automatiquement construire une réponse avec des partenaires identifiés et calculer également automatiquement une simulation d'économie d'argent et de CO2. Donc nous, on a packagé tout ça, ça nous prend à peu près une semaine généralement, et on a remonté un rendez-vous avec Carrefour pour présenter tout ça, présenter bien sûr les économies, le dispositif, également à l'œil, même jusqu'à déjà l'identification des partenaires réguliers avec qui on allait vous brancher, donc que ce soit des transporteurs, d'autres distributeurs ou des industriels. Ça vous a convaincu, on s'est tapé dans la main et on a décidé de travailler ensemble, et la mise en place opérationnelle a été assez vite, hein, finalement. Alors, on va en reparler dans la set d'après, mais c'est quelque chose de très itératif. Mais le premier flux, entre le moment où on s'est mis d'accord pour avancer ensemble et le premier flux branché, il s'est passé très, très peu de temps, une petite semaine. Donc voilà, rapide et simple. Si je zoome encore un petit peu plus, on ne va pas forcément aller non plus
trop dans le détail, mais donc voilà, effectivement, nous on a été sollicités pour rapatrier des stocks de palettes des plateformes alimentaires vers les plateformes non alimentaires. Donc assez vite, on a été amené à brancher des flux réguliers, finalement tous les jours de la semaine, sous forme de routine. Et de semaine en semaine, on a branché des routines les unes sur les autres, qui fait que le périmètre s'est étendu. Alors, on ne gère pas que les flux récurrents. D'ailleurs, on a un petit process qu'on s'est défini. Tous les mercredis, les équipes de Carrefour communiquent aussi à Magic Palette via un canal dédié, tous les spécifiques, les besoins urgents ou ce qui passe en dehors du récurrent. Et Magic Palette y apporte une réponse systématique chaque jeudi, donc le lendemain, avec toutes les données spécifiques, opérationnelles, liées aux partenaires, aux horaires, au type de véhicule qui arrive, etc. Donc voilà. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions en commentaire. En tout cas, c'est quelque chose de très simple. Toi, Damien, quel était ton ressenti justement? Parce que là, c'est moi qui parle, mais ça pourrait être intéressant que toi, de l'autre côté, tu nous dises comment tu as ressenti l'implémentation de Magic Palette au sein de ton organisation. Je vais surtout parler au nom des collaborateurs qui l'utilisent, puisque c'est eux qui sont au premier lieu. C'est que simple et efficace, c'est ce qui m'est revenu le plus souvent quand j'ai fait un petit sondage auprès des personnes qui l'utilisent. Rapidité d'exécution. Et après, ce qui ressort, c'est le côté vertueux de la démarche. C'est-à-dire que certes, on parle de palettes, mais finalement, on parle de palettes positivement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on vient à parler plutôt de dette palette Europe. Donc, vraiment un projet positif qui permet de construire durablement une organisation. L'autre point, excuse-moi Pierre-Edouard, l'autre point, c'est l'impact quasi nul sur mon organisation, c'est-à-dire qu'au contraire, on dit toujours finalement rajouter un nouvel intermédiaire, ça va venir alourdir un petit peu les schémas de décision. Ça n'a pas du tout été le cas, au contraire, c'est plutôt simplifié, là où les équipes pouvaient parfois perdre beaucoup de temps pour trouver des emballages. Bon, nous, déjà, on a fait un travail en interne pour réviser on va dire les entrepôts qui nous restituent, en mettant en date un suivi de la dette. Mais plutôt, et après, les équipes Magic Palette ont plutôt aidé à fluidifier notre organisation et la rendre beaucoup plus efficace. Quelques résultats après 11 mois de collaboration et un interlocuteur dédié au sein de Magic Palette. C'est un peu plus de 115 000 palettes échangées, donc ce qui représente quand même un certain nombre de palettes considérables. 235 voyages engagés, 83 tonnes de CO2, 96 000 km d'évités et une estimation de 99 000 € calculée par rapport à un calcul savant entre le nombre de kilomètres économisés et le coût indice référentiel du CNR. Toi, au regard de ces chiffres et même plus largement, est-ce que avant qu'on bosse ensemble, tu t'étais avec tes équipes fixé des seuils ou des critères précis te permettant de décider tout simplement si tu allais continuer ou pas avec nous voilà, qu'est-ce qu'allait définir un succès pour toi dans cette collaboration? Bien sûr. Alors, le sujet, il y a un an, j'avais une collaboratrice qui m'a accompagné sur le sujet, qui s'appelle Delphine Deya, qui a évolué aujourd'hui, qui a pris une autre fonction au sein du groupe Carrefour. Et quand on s'est rencontrés, finalement, avec toi, Pierre-Edouard, on ne s'est pas fixé de seuil pour dire qu'on allait réussir ou pas. C'est-à-dire que elle et moi, on était convaincus de l'intérêt et du caractère efficient de ce projet-là. Donc, c'était plutôt de se dire, ça va marcher, il faut juste qu'on s'en donne les moyens. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, finalement, on est arrivé où on a une routine et on a un fonctionnement, simple et efficace. Et est-ce que je vais compléter la question de Pierre-Edouard? Est-ce que ce CO2 évité, donc on peut dire en quelque sorte cette partie RSE de cette action, a pu être valorisée auprès de la direction du groupe et a été bien perçue? Bien entendu, ça a été valorisé. Ce serait dommage de faire le travail et pas le mettre en avant dans le bilan RSE du groupe. Donc, que ce soit auprès des équipes de la file transport, donc qui font le lien avec
la direction RSE du groupe, on a valorisé l'économie en termes de CO2 afin que ce soit inscrit dans le bilan carbone du groupe. Et le deuxième point, finalement, notre expérimentation il y a 1 an avec Magic Palette est venue s'inscrire au moment où on a lancé une démarche de révision et de réorganisation sur l'ensemble de la supply alimentaire et non alimentaire de notre schéma de Rivers. Donc finalement, Magic Palette est devenu carrément un pavé de travail, et on le verra par la suite. Aujourd'hui, l'expérimentation d'il y a 11 mois est en train de créer des petits en interne. Ouais, c'est effectivement l'objet de la planche suivante. C'est la progressivité du périmètre chez Carrefour, du coup. Exactement. Alors, peut-être d'abord parler de la genèse, je pense. Pourquoi avoir démarré sur le non-alimentaire? Tout d'abord parce que dans les échanges qu'on avait eus, que ce soit avec les équipes Orgaméthode au sein du groupe Carrefour ou avec les équipes Magic Palette, on s'est dit que naturellement, un schéma national serait beaucoup plus cohérent pour tester l'outil Magic Palette que des organisations régionales telles qu'on peut les avoir sur l'alimentaire, où on est plus sur une logique avec une découpe en bassin, avec plus dans une logique de région plutôt qu'un périmètre France comme celui du non-alimentaire. Donc, on s'est lancé pour cette raison-là sur le non-al. Puis après, on s'est déployé après sur le reste du réseau non alimentaire avec le fait d'embarquer les trois autres sites pour enfin communiquer en interne. Et aujourd'hui, on a la filiale 20, donc Maison Johannes Bouvet, qui est en phase de lancement, et on a, je crois, des sites alimentaires qui ont fait des tests pas plus tard que la semaine dernière avec vous, ouais. Et le retour que j'ai eu semble assez aussi positif. Bon, ok, effectivement. Donc nous, c'est notre perception aussi. Effectivement, on a posé les premières pierres, et ensemble, du coup, on continue à construire une maison de plus en plus solide et de plus en plus intéressante et de plus en plus jolie. Donc nous, en tout cas, on est très, très honorés de tout ça. Du coup, tac. J'imagine que les palettes, la reverse logistique palette, c'est qu'un des pans de cette stratégie RSE. Nous, en tout cas, chez Magic Palette, de par notre position, on est amené à rencontrer énormément de distributeurs, d'industriels et même de transporteurs, et on se rend compte clairement que la RSE n'est plus uniquement qu'une histoire de communication, c'est une réalité opérationnelle. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Damien tout à l'heure, finalement, ça devient une histoire de bon sens, finalement, des économies, des optimisations. Avant tout, c'est des économies de ressources, c'est de la chasse au gaspillage ressources. Et ça, en fait, ça induit mécaniquement des conséquences écologiques. Pour moi, la seule équation qui peut marcher, c'est quand l'économie est au service de l'écologie et pas seulement l'écologie tout seul. Il faut qu'il y ait un tout, en fait, qui fasse la dynamique de la chose. Nous, chez Magic Palette, c'est quelque chose déjà qui nous anime. C'est pour ça que ça a été créé. Hein. C'est vraiment pour l'axe écologique. Juste pour vous donner cette image-là, nous, dans tous les bureaux chez Magic Palette, on a des écrans où, dessus, en temps réel, s'incrémentent les tonnes de CO2 qui, tous les jours, sont économisées. Et on a même décidé, du coup, de créer une rémunération variable chez Magic Palette liée à ces économies de CO2 pour toujours être cohérent et être derrière cet objectif d'économie de CO2. J'imagine que chez Carrefour, le champ des possibles est encore plus vaste, qu'il y a énormément d'actions en cours, notamment en synchronisation de l'initiative avec Fred 21. Damien, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots ou au moins citer les principaux? Bien sûr. Aujourd'hui, l'action majeure qui est engagée avec Fred 21, c'est la transformation du parc de véhicules dédiés en parc propre, donc d'aller vers des biocarburants. C'est vraiment un axe fort dans lequel la supply chain de Carrefour s'est inscrit et sur lesquels on l'a fait en collaboration avec Fred 21, avec de nombreux essais avant d'arriver aujourd'hui à une solution qui est en train d'être déployée et sur lesquels, on va dire désormais à une échéance plutôt court terme, l'ensemble du parc de moyens dédiés du groupe, de la supply de Carrefour, sera passé 100% sur du biocarburant. Donc c'est un acte fort. Après, j'ai essayé de rester du moins dans le périmètre supply, parce que finalement la RSE touche, comme je le disais au début de notre échange, touche l'ensemble
composantes de notre société. Mais si on se focus juste sur la partie supply, on a la solution de proposer des livraisons en limitant le bruit avec le projet CertiBruit. Même chose, ça aussi, c'est un sujet travaillé avec Fred 21. La supply s'est équipée d'un optimiseur de tournée où l'objectif c'est d'aller toujours continuer à réduire le nombre de kilomètres en essayant de massifier le plus possible le remplissage des camions. Et après des sujets on va dire anti-gaspi avec du don alimentaire et non alimentaire. Pour reprendre l'exemple de Solal, en fait Solal c'est une association qui récupère en fait des dons alimentaires auprès d'agriculteurs pour les donner à des actions caritatives, et sur lesquelles nous, Carrefour, on est venu se positionner en tant que on va enlever chez l'agriculteur finalement les box de pommes ou de pommes de terre qu'il souhaite donner, on le ramène sur nos entrepôts, et à partir de là, ce sont des associations caritatives, le Secours populaire, Resto du Cœur qui viennent enlever chez nous. Deuxième pavé, c'est le don non alimentaire. Carrefour est engagé avec Emmaüs Défi, qui est une association qui aide à la réinsertion professionnelle, et de par le travail, mais aussi le fait de rééquiper les gens à travers un nouveau logement qu'ils peuvent avoir. Donc, côté non alimentaire, on fait des dons auprès de cette association-là pour aider à la réinsertion des personnes dans une vie active. Dernier point, et sujet qui me tient à cœur, même si certains pourraient dire que c'est un peu plus anecdotique, mais sur le fond, si on veut avoir une démarche RSE, il faut essayer de travailler sur l'ensemble des pavés et pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et pour ma part, sur mes 3 entrepôts que j'ai la chance de pouvoir manager, j'ai fait rentrer des moutons pour s'occuper, on va dire, faire de l'éco-pâturage. Donc ça marche plutôt bien, et c'est vraiment une bonne démarche. Et les petites dernières, ce sont des ruches qui sont arrivées pour la plupart au cours de l'année dernière, sur lesquelles on a eu notre première fournée de miel en fin d'année dernière. Donc même chose, c'est une bonne démarche. On est sur des espaces assez grands et sur lesquels je pense qu'en tant que logisticien, chargeur, peu importe notre transporteur ou peu importe notre fonction, il faut essayer d'apporter notre contribution à une démarche RSE globale. Très clair. Sophie, j'imagine que côté Fred 21, de nombreuses autres solutions existent. Tout à fait, même si donc effectivement Carrefour les connaît bien, puisque c'est le 2e engagement de Carrefour, parce que pour Fred 21, on s'engage sur un plan d'action de 3 ans, renouvelable. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Fred 21 est un dispositif volontaire qui s'adresse aux chargeurs, c'est-à-dire distributeurs, industriels, toute entreprise qui fait transporter de la marchandise, et qui a été créé en 2015 lors de la COP 21 par des adhérents de l'AUTF, l'association des utilisateurs de transport de fret, qui permet de rassembler justement les chargeurs et défendre leurs intérêts et les informer sur des changements réglementaires et autres sujets. Et donc, le but de Fred 21, c'est de fournir à l'entreprise qui souhaite s'engager une boîte à outils clé en main pour réduire l'empreinte carbone de son transport. Sachant que donc en 2018-2019, Fred 21 a rejoint le programme EVE, que vous voyez là, Engagement volontaire pour l'environnement, qui concerne tous les acteurs du transport et de la logistique, quel que soit leur positionnement. Donc là, comme Magic Palette le disait, il travaille à la fois avec des transporteurs et des chargeurs. Nous, dans le programme EVE, Fred 21 s'adresse aux chargeurs, et vous avez un dispositif, par exemple, Objectif CO2, qui va s'adresser aux transporteurs, et un autre dispositif, EVCOM, qui va s'adresser aux commissionnaires de transport, puisque même s'il y a un objectif commun de réduction de l'empreinte carbone du transport, les leviers d'action ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a ces différents programmes que vous voyez ici à l'écran. Du coup, cette boîte à outils, si je puis dire, contient un accompagnement sur mesure pour les entreprises, donc des axes qui permettent de structurer le plan d'action, un outil qui permet d'obtenir un objectif chiffré,
et des gains CO2 chiffrés aussi par action menée. Du coup, effectivement, merci. Allons-y sur les axes. Donc, vous les voyez ici. En plus, on a les petits schémas qui nous résument bien de quoi il s'agit. Vous avez à la fois des axes, comme l'indiquait la COP21, qui permettent d'optimiser et d'autres de s'adapter. Donc, pour optimiser, c'est là où on va avoir typiquement les gains économiques et RSE qui sont liés avec le taux de chargement. Donc, plus de marchandises dans chaque camion égale moins de camions sur les routes, donc moins de frais, moins de CO2, mais aussi donc réduction des kilomètres parcourus. Donc, ce qu'a mentionné ici Carrefour et ce qui est typique de l'action Magic Palette, c'est-à-dire que je vais parcourir moins de kilomètres, donc je vais forcément moins consommer. Et ça, vous pouvez le valoriser dans l'outil Fred 21. Là, vous voyez, dans réduire les distances parcourues. Je montre après dans une slide comment ça fonctionne. Ensuite, moyens de transport, donc ce qui a été évoqué par Carrefour à l'instant, c'est-à-dire transformation du carburant, donc passer au biogaz par exemple, qui permet effectivement d'éviter beaucoup d'émissions de CO2, mais aussi le report fluvial ou ferré, comme également évoqué par Damien. Et enfin, l'axe 4, qui est ici ce qui concerne les achats responsables, donc comment j'implique mes prestataires dans le même genre de dispositif. Donc, comme je disais, par exemple, vous êtes chargeur, votre prestataire est transporteur et vous lui indiquez qu'il existe une charte également pour lui. De la même façon, le transporteur peut signaler au chargeur qu'il est engagé dans un dispositif de réduction carbone et ainsi toute la chaîne transport progresse, si je puis dire. Merci. L'outil, pour détailler un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est ça qui permet de chiffrer l'objectif et de s'éloigner un petit peu de ce qu'on pourrait dire être un discours greenwashing. Là, vous avez une base de données fiable, des résultats validés par l'ADEME. Donc, on peut s'y fier, si je puis dire. Vous avez dans l'outil 3 parties. Une partie qui est le fichier périmètre qui permet de faire le bilan carbone de vos transports. Donc, c'est-à-dire, voilà, j'extrais de la marchandise, je la stocke et je la livre. Qu'est-ce que représente mon transport sur tout mon poste carbone? C'est pour le chargeur le scope 3 qui va devenir obligatoire probablement avec la loi climat et résilience pour les grandes entreprises. Enfin, en tout cas, l'outil permet de faire le bilan carbone du transport. Donc, si vous ne l'avez pas, l'outil vous aide à le faire. Si vous l'avez déjà, vous pouvez rentrer vos données déjà calculées. Ensuite, la deuxième partie, c'est la fiche action. Et là, comme son nom l'indique, ça va correspondre à une action. Donc, au moins 3 actions, c'est ce qui est demandé par l'ADEME. Une action par type d'action menée. Donc, si par exemple, j'augmente mon taux de chargement, je vais voir dans mon outil, hier j'avais 500 camions, demain j'en ai 400, ça me permet d'éviter X tonnes de CO2. Et ensuite, on a l'exemple distance parcourue. Et après, vous avez donc ce qui va résumer ces 2 premiers fichiers, le fichier pilotage qui permet de faire le tableau de bord où je vais voir qu'est-ce que chacune des actions me rapporte, si je puis dire, en CO2 évité sur toutes mes actions, sur tout mon bilan global. Donc, le fichier pilotage, c'est la photo de mon plan d'action. Qu'est-ce que mon plan d'action me rapporte? Alors, les bénéfices que peut vous apporter le dispositif Fred 21 sont nombreux. Là, on en a mis 4 ici en avant. Donc, effectivement, le lien, comme déjà évoqué, c'est gain économique et gain CO2, parce que moins j'ai de camions sur les routes, ou moins je fais de kilomètres, moins je consomme, donc moins je paye et moins j'émets. Donc, typique optimisation des deux. Effectivement, on a l'échange de bonnes pratiques parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait régulièrement. On a aujourd'hui plus de 72 entreprises engagées dans Fred 21 et plusieurs centaines dans le programme EVE. Donc ça nous permet d'échanger avec des acteurs divers, sachant que Fred 21, comme ça concerne les chargeurs, ça s'adresse à tout type de marchandises. Donc, on a aussi bien du chocolat, du béton ou des fleurs qui s'engagent, si je puis dire, dans le dispositif. Et ça peut donner des idées variées sur des leviers à activer. Et puis, nous avons donc une fois par an les trophées EVE qui regroupent donc tous les dispositifs du programme et qui permettent de donner un prix pour la meilleure innovation, la meilleure collaboration, la meilleure performance et de mettre ainsi en avant des bonnes pratiques.
qui ont été efficaces. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le dispositif est porté par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Donc, vous avez la reconnaissance des pouvoirs publics ici. Je passe rapidement, bien sûr, sur tout ce qui est fédérer les employés en interne, mais aussi mieux travailler avec vos partenaires dans ce but commun de réduction de CO2. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Je ne sais plus, mais enfin, voilà, plusieurs bénéfices qui vous permettent d'avancer de façon constructive dans la réduction de l'empreinte carbone. Euh, Bien sûr, ça fait partie, alors je vois la question, pardon, de Monsieur Darras en direct, ça fait partie des actions qui sont menées par les chargeurs engagés dans Fred 21. Ils peuvent remplacer, par exemple, une palette par une slip sheet ou autre méthode, ou avoir un double, je ne sais plus comment on appelle ça, les doubles dans le camion. Enfin, vous avez compris, il y a un étage, donc on peut charger, Double étage, des voilà, semis à double double étage. étage. Donc, bien sûr, toutes ces actions et même d'autres, il ne faut pas hésiter à être créatif. On a des entreprises qui, en utilisant une imprimante 3D, peuvent réduire des distances parcourues parce qu'ils vont créer l'échantillon sur place plutôt que lui faire parcourir de la distance. Donc, vous voyez, on n'a pas de limite là sur l'imagination et les idées à partager. Sur la slide qu'on a ici, vous allez voir concrètement à quoi ressemble justement une fiche action. Alors celle-ci, justement, ça s'applique à l'exemple Magic Palette, c'est-à-dire je vais réduire la distance parcourue puisque j'aurai plus besoin de chercher mes palettes à l'autre bout de la France, mais que je peux identifier où est-ce qu'elles sont le plus proches de moi. Donc vous voyez dans les cases blanches que hier ou aujourd'hui, je parcours 550 km pour chercher ces palettes et demain, grâce à la plateforme Magic Palette, je vais identifier que le stock de palettes dont j'ai besoin existe à 25 km. Donc au lieu d'en parcourir 550, j'en parcours 25. Réduire cette distance, vous mettez donc la différence de distance dans l'outil et l'outil vous indique, très bien, cette action a permis de réaliser 95% d'émissions évitées. Et vous voyez les KPI que vous donne l'outil sont à la fois en valeur absolue, à la tonne transportée, à la tonne kilomètre, etc., s'adapte en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, effectivement, on est un peu court. Quels sont les conseils qu'on Désolé, peut... après, Pas de souci, non, non, mais c'est bien, il fallait finir à temps. Donc n'hésitez pas, vous voyez qu'on peut tous agir, mettre la main à la pâte pour réduire l'impact carbone de nos activités. On vous a montré aujourd'hui un exemple avec Magic Palette, il en existe d'autres. Euh, voilà, si vous avez en tout cas des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je vois quand même qu'il y a des questions, je pense, ouais. Pierre-Edouard, tu as vu ça. Le modèle économique de Alors, Magic Palette. très rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, c'est quelques centimes par palette. Grosso modo, ça va commencer à 60 centimes la palette téléportée, la palette relocalisée, jusqu'à 30 centimes en fonction des volumes que prennent les utilisateurs. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Des volumes, et plus le volume est gros, plus le coût à la palette est bas. C'est ça. Donc voilà, ça répond à cette question-là. Il n'y en avait pas d'autres. Si j'en ai vu une autre, une personne qui demande si en termes d'informatique, c'est une intervention légère ou pas. C'est hyper léger, en fait, c'est même, si on veut, c'est même inexistant. La plateforme étant tellement simple à utiliser, hein, je vous dis, c'est vraiment aussi facile qu'un Booking.com ou un Airbnb. Donc, les gens, pour beaucoup, se déclarent eux-mêmes là où ils ont leurs besoins et là où ils ont leur disponibilité. Mais c'est également possible de brancher Magic Palette à des TMS ou des solutions d'ICMR pour automatiquement, du coup, aspirer les données de stock et les données de besoin pour gagner encore plus de temps. Donc en tout cas, non, c'est soit inexistant ou alors si il y a un choix d'interface, c'est très très léger. Et après, je vois une question peut-être, du coup on enchaîne sur les questions directement. Je vois une question, je pense plutôt pour Damien, qui demande si la division vin de Carrefour, est-ce que c'est en palette locative ou pas? Pour moi, Pro 10, enfin ex-Pro 10, MJB, maintenant, ils sont exactement dans le même schéma que moi, c'est-à-dire que sur de la palette Europe. Donc on est exactement sur la même typologie de support. Et cette même personne, Monsieur Martin, vous demande aussi quel est l'avantage de la solution Magic Palette par rapport à du locatif? Euh,
la difficulté, enfin, du moins, là où il faut être extrêmement vigilant par rapport à la palette locative, c'est sur le taux de rotation. Le taux de rotation qu'on peut avoir avec de la palette locative. Avec un réseau de Palette Europe, cette question-là se pose pas. Mais surtout, on est et enfin, pour répondre, mais Magic Palette permet vraiment de maîtriser son flux d'emballage, Donc, j'ai un peu de mal, pour être honnête, à répondre là-dessus, puisque n'utilisant pas du tout de locatif sur réseau non alimentaire, j'ai pas forcément tous les arguments pour pouvoir répondre complètement à votre question. On en a un. En fait, on a vu certains de nos clients du coup qui ont basculé de la locative vers du pool Palette Europe, Palette PayPal avec le service Magic Palette, tout simplement parce que ça divisait leur coût de 2 à 3 fois en fait. Donc je pense que c'est l'argument premier qui va pousser une solution peut-être à remplacer certains flux en locatif par la palette pool ouvert, Palette Europe pool ouvert et des solutions de relocalisation optimisées. Pour moi, c'est le premier point. Non. Ok. J'ai l'impression que les questions Staris, je vois qu'il est 51, donc on est déjà en retard de 6 minutes. Ouais. Sophie, Damien, vous vouliez un petit mot de conclusion ? Je vais juste t'inciter, Pierre-Edouard, toi et tes équipes, à développer peut-être la solution sur d'autres typologies d'emballage que la palette Europe. Il peut y avoir d'autres typologies de support. Donc, j'ai hâte de voir la suite de Magic Palette, et que ce n'est qu'une étape, la palette Europe. Exactement. Nous, ce n'est qu'une étape aussi. On travaille déjà à l'identification de d'autres supports de manutention réutilisables du coup pour étendre nos services parce que la logique est exactement la même. Donc voilà. C'est dans les tuyaux, Damien. Merci. Et puis j'ajouterais que voilà, n'hésitez pas à vous engager, il est encore temps. Nos activités ont un impact carbone certain sur notre environnement et notre santé. Donc ça nous rend heureux d'agir malgré notre impact négatif. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, qu'on est tous là pour vous aider si vous avez envie de réduire votre impact carbone, que ce soit Magic Palette ou Fred 21. On est à votre écoute pour vous aider à agir dans la bonne direction. Et vous avez nos coordonnées dans cette dernière slide. Sophie, du coup, tu feras parvenir la présentation à tous les participants, c'est prévu ? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et s'il y a des questions, et bien sûr, on vous répartira les questions si c'était pertinent. Donc, s'il y a des questions post-réunion, surtout, n'hésitez pas. Merci à tous. Encore merci à vous, Damien et Sophie, pour l'organisation de ce webinaire. C'est une première expérience pour nous et voilà, on est très satisfaits. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi, merci.